Bonsoir à tous et bienvenue dans le débrief info. Ce soir, comme tous les soirs, on fait un focus sur un des points d'actualité. Et ce soir, on va s'intéresser au sport, à la santé, à la planète. Et on va également s'intéresser aux Jeux Olympiques et l'aspect sécuritaire. C'est tout de suite le débrief info. Et je vous le disais, nous sommes déjà à moins 64 jours des Jeux Olympiques et la question de la sécurité dans notre région d'Île-de-France, eh bien justement, est au cœur des préoccupations. Un dispositif sécuritaire mis en place ou pas suffisamment. On en parle justement avec Antoine Boitel qui a écrit cet ouvrage, Le Calvaire sécuritaire. Il nous en parle et on va d'ailleurs le détailler. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Avec grand plaisir, Félicité. À vos côtés, eh bien, c'est Mélanie Cambon. Mélanie Cambon qui, elle, va nous parler de la planète sous forme de course. Et oui, la première course française éco-responsable, ce sera le 9 juin au départ de Dravel. Alors oui, les Jeux Olympiques ne vont pas nous empêcher de continuer à vivre, de continuer à festoyer. Et justement, la Run for Planet, c'est un petit peu grâce à vous et surtout beaucoup grâce à vous en fait, puisque vous êtes quand même la fondatrice et directrice du développement d'Ethics Events. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Alors, cette course pour la planète, c'est la toute première que l'on va eh bien, découvrir. Pourquoi une course éco-responsable? Pourquoi c'est ainsi qu'on l'appelle? Alors déjà, de base, l'idée, c'était de faire une course qui combine à la fois la solidarité au profit d'associations donc qui agissent concrètement pour l'environnement et le vivant et qui soit éco-conçue dans sa création même, donc que ça soit le point de départ de l'organisation, pour que ce soit un événement un peu parfait qui allie à la fois des engagements pour l'environnement, mais aussi qui soit elle-même exemplaire. Et donc, c'est la première course qui combine cela, c'est-à-dire éco-responsable et au profit d'associations qui agissent pour l'environnement. D'où le titre évident de Run for Planet. La Run for Planet. Alors vous l'avez dit, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser, et de sensibiliser sous forme du sport, en tout cas d'une course. C'est vrai qu'on voit souvent ce type d'action au sein des associations. Et là, encore une fois, vous avez profité donc de cette occasion sportive pour pouvoir lever des fonds et pour pouvoir sensibiliser. Si vous voulez bien, on va regarder quelques images pour comprendre un petit peu l'ambiance de cette première course. Voilà, ce sera donc le 9 juin au départ de Dravel, on rappelle, en Essonne. Alors c'est une course, on a vu, il y a des enfants également qui ont déjà participé, puisque c'est la 4e édition de cette première course pour la planète. Alors racontez-nous un petit peu, comment est-ce qu'on peut s'inscrire, à partir de quel âge, comment ? Alors l'événement effectivement est accessible à tous. L'idée c'était de ne pas en faire un événement élitiste, donc c'est des distances assez courtes, c'est du 5 et du 10 km. Le 5 km est ouvert à la fois aux coureurs et aux marcheurs et donc bien évidemment aux enfants à partir de 6 ans. Et donc on a vraiment de tout public. On a des vrais sportifs qui s'entraînent avec notre course puisque ça fait une sorte de prépa de faire un 10 km. Et puis on a des gens qui courent pour la première fois et des gens qui vont marcher tranquillement vu que le cadre sur l'île de loisirs du Port-aux-Cerises est assez sympa. On est autour de lac, donc c'est vraiment très joli, on peut aussi marcher tranquillement. Et donc on peut s'inscrire en ligne, bien sûr, sur le site donc www.runforplanet.fr et on va dans l'onglet inscription, puis dans la ville qui nous intéresse, puisque c'est dans différentes villes et aussi en connecté. Pour ceux qui ne sont pas disponibles le 9 juin, c'est pas grave, ils font où ils veulent, quand ils veulent, entre le 2 et le 23 juin. Et du coup, ils contribuent aussi à financer, puisqu'il y a un don automatique sur l'inscription pour l'association de leur choix.
Alors, pour bien comprendre, quand vous dites que ça peut être fait en digital, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire, courir quand on veut, le jour où on veut, au moment où on veut, et en fait, on participe quand même pour cette Run for Planet. Tout à fait, puisqu'on ne sera jamais partout, hein, Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, mais on ne va pas aller dans toutes les villes de France. Donc l'idée, c'est que ce soit inclusif aussi. Et donc, si les personnes sont soit disponibles à cette date, soit pas du tout dans cette région, ils s'inscrivent donc directement à la connectée. Et là, eux, ils ont le choix entre le 2 et le 23 juin, quand ils veulent, où ils veulent, seuls, entre amis, avec des collègues. Et il y a bien sûr une version enrichie connectée pour que ça soit une vraie fête aussi pour eux, même en distanciel. Alors c'est sympa parce que là tout de suite on comprend et on l'a vu dans ces images, on a un côté très solidaire et en même temps très fédérateur à travers le sport. Mais alors justement, moi je voudrais comprendre un petit peu la démarche. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à une course? Est-ce que c'est l'idée de se promener en plein air, de respirer? Qu'est-ce que vous avez voulu passer comme message à travers cette course? Alors c'est vrai que la course c'est assez populaire, assez grand public, et le fait de l'ouvrir aussi à des marcheurs, ça fait que finalement n'importe qui peut participer, puisque le réchauffement climatique et tout ce qui fait que cette course a vu le jour, c'est l'affaire de tous, petits et grands. Donc on ne voulait vraiment pas en faire un événement élitiste, d'où ce choix de petite distance. Et on a aussi choisi d'être dans des espaces verts. Toutes nos courses sont dans des parcs ou dans des zones, par exemple à Lyon, on est dans un parc Natura 2000, l'île de loisirs du port Ostris de Draveil, c'est un parc fermé, naturel, magnifique. Et donc on a aussi choisi de ne pas être sur le bitume. C'est pour ça que c'est pas sur les quais de Paris ou voilà sur la route, c'est dans la nature, on respecte les lieux avant-après. Et c'est aussi pour faire le lien entre ce pourquoi on est là ce jour-là, puisqu'il y a aussi des animaux qui nous entourent en fait dans l'environnement tout simplement. Ouais. Et donc la Run pour la planète, Run for Planet, c'est un événement qui arrive en l'an 2000 puisque c'est la 4e édition. Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est un petit peu tard finalement puisque c'est la première course française éco-responsable. C'est un petit peu tard, j'ai l'impression, pour cette prise de conscience sur tous ces enjeux qui concernent effectivement l'écologie, qui concernent tout ce qui est éthique. C'est vrai que on pourrait se poser la question pourquoi ça n'a pas été fait avant en fait. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai eu l'idée. Je me suis dit qu'il fallait absolument la créer parce que ça méritait d'exister. Et depuis, beaucoup d'événements essayent d'intégrer une démarche éco-responsable. Le but aussi pour nous, c'était de donner, d'inspirer en fait d'autres organisateurs parce que c'est important de l'intégrer, surtout quand c'est une course solidaire. Il y a parfois des courses solidaires qui n'ont pas intégré la dimension éco-responsable et ça paraît faire sens finalement d'intégrer le tout pour que notre événement ne soit pas aussi une source négative. L'événementiel, c'est éphémère, donc ça peut très vite beaucoup polluer. Donc l'idée, c'était d'en faire un événement qui ne laisse pas de traces, quoi. Absolument. Et alors justement, un événement comme celui-ci, c'est assez important, ça demande un grand dispositif. Jusqu'à combien de personnes est-ce que vous attendez? Pas plus de 1500 par ville, c'est déjà bien. C'est déjà énorme pour un tel événement. Oui, et puis le but est aussi de garder l'aspect familial, convivial, qu'on perd parfois sur de l'événement de masse en fait. Et donc nous, ça reste un événement où les gens vont se retrouver, vont se parler, et donc on reste sur cette dimension à taille humaine aussi volontairement. On attend autour de 1200, 1300 participants, ça suffira largement. Exactement, et c'est un bel événement sportif, pacifique. En tout cas, vous allez courir pour la planète, donc c'est un bel enjeu. Je le rappelle, c'est le 9 juin au départ de Draveil en Essonne et vous allez avoir toutes les informations sur le site internet donc de la Run for Planet. Alors justement, c'est un événement sportif qui requiert forcément un dispositif sécuritaire et c'est là justement où je vais me tourner vers vous, Antoine Boitel, parce que vous avez écrit cet ouvrage, Le Calvaire sécuritaire, un ouvrage qui vient d'être édité là, il y a quelques jours à peine, aux éditions de l'Observatoire. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que Paris va être prêt pour les Jeux Olympiques en termes sécuritaires? Vous êtes longuement penché sur la question. Racontez-nous, est-ce qu'on est prêt vraiment? Alors, quand on me pose la question en interview, en général, je réponds que oui, puisque d'une part, il y a un aspect méthode Coué, un peu dont je parle un peu dans l'ouvrage. Il faut toujours dire qu'on est prêt, que ça va être formidable, que c'est un grand événement. Il y a une journaliste, Eugénie Bastier en l'occurrence, qui avait même parlé d'une sorte d'évangélisme autour de l'olympisme, la religion olympique, elle appelle ça, dans un petit édito, ce que je trouvais rigolo, et donc je l'ai mentionné en début d'ouvrage. Tous les moyens sont mis sur la table pour que l'événement soit sécurisé de façon adéquate et je pense que la France a vraiment démontré son savoir-faire en la matière avec une histoire en plus antiterroriste qui malheureusement commence à avoir un peu, bientôt une dizaine d'années en tout cas pour les événements les plus graves qui se sont déroulés à Paris en Ile-de-France. Donc on a vraiment mis tout ce qu'on pouvait, je pense, et je pense aussi que le ministre de l'Intérieur est très bien connecté au sujet depuis plusieurs années
et qu'on a un bon préfet de police actuellement qui font bien leur travail. Après, on peut se poser la question de savoir si certains éléments des Jeux Olympiques auraient pu être faits autrement, de manière à moins tendre le bâton pour se faire battre. En l'occurrence, on peut penser à l'inauguration des JO sur la Seine. Bon, ça, on va chercher un petit peu le danger là où il n'était pas forcément nécessaire d'aller chercher, en regard de la menace qui pèse toujours. Vous avez l'impression que Paris s'est mis en danger? Parce que là, tout à l'heure, on parlait d'un événement sportif à petite échelle, donc c'est facilement, on peut facilement le sécuriser. Mais là, c'est vrai qu'on est sur un événement tout aussi sportif, mais à grande échelle, à une échelle incroyable, la Seine, ouverte complètement sur Paris, ouverte complètement sur la région. Comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser un tel lieu qui n'en est pas un? C'est pas un lieu sportif, c'est pas un gymnase, c'est pas une enceinte. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour sécuriser tout le long de la Seine? Alors, le dispositif, il est très complet. C'est-à-dire que, d'une part, on va sécuriser les plus d'une centaine de barges, donc de bateaux, en amont de l'événement, qui sont stockés donc dans l'est de Paris et qui sont surveillés par les militaires très en amont. On va quadriller le ciel, puisqu'il n'y aura pas, comme vous le savez, de vols internationaux ou nationaux, même ce jour-là, au-dessus de Paris. Donc, bon, pour ceux qui voulaient prendre l'avion le 26 juillet, c'est non. On va faire attention aux drones, évidemment, puisque c'est une menace qui est de plus en plus courante. Les essaims de drones ou les drones dont on ne connaît pas la provenance, évidemment, ils seront dans l'idéal interceptés si jamais ils venaient à voler. Il y aura aussi des hélicoptères avec des snipers dedans pour sécuriser ces 6 km de Seine, donc ça fait 12 en fait, puisqu'il y a 2 quais à la Seine, avec tous les balcons qui donnent directement sur la Seine. Le préfet de police de Paris a d'ailleurs dit qu'il voulait être en capacité, dans l'idéal, de pouvoir contrôler chaque balcon, donc de savoir qui s'y trouve en fait. C'est ce que j'allais vous dire, parce que tout à l'heure vous parliez de la menace terroriste. On aura énormément de balcons, tous les Parisiens vont être à leurs fenêtres. Évidemment, tous ceux qui y habitent, en tout cas, ils seront aux premières loges, donc c'est normal qu'ils y soient. J'ai l'impression qu'on se met en danger de manière délibérée, quelque part. Alors cette cérémonie d'ouverture sur la Seine, elle paraît complexe un petit peu pour tous ces aspects-là, mais après, il y a encore autre chose. C'est-à-dire que là, dans Paris, on a exposé de nombreux lieux, aussi bien pour les festivités que pour justement les compétitions. Comment est-ce que ça va se passer? Là, on a déjà, on le voit à 64 jours, et c'est déjà le bazar, rien que donc sur le trafic à Paris. Donc on voit que les axes routiers sont déjà fermés. Enfin, comment on va s'en sortir, quoi? Alors, être parisien pendant cette période-là, et en fait, j'ai envie de dire, à partir de maintenant jusqu'à la mi-septembre, pas facile quand même. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis un bagnolard, donc j'ai un véhicule. Là, je le prendrai pas pour traverser la Seine pendant un certain temps. Bon, voilà, on s'adapte. Par contre, effectivement, enfin moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, on va dire, enfin ce qui me chiffonne en tant que citoyen parisien, c'est qu'on va un peu bloquer la liberté d'aller et venir dans Paris, avec des zones qui seront réservées à des activités olympiques, parfois qui seront donc mini contrôlées, parfois très contrôlées dans la mesure où on pourra carrément pas passer, soit sans QR code, soit sans laisser passer en fait, puisque ce sera des zones dites noires, donc vraiment des zones où on n'accède pas si on ne fait pas partie du COJO par exemple. Donc ça c'est quand même c'est un élément qui est un peu qui est un peu au cœur du livre aussi, mais il y a quand même une difficulté à organiser une manifestation sportive en pleine ville dans la France actuelle en fait, tout simplement. Exactement, avec des menaces. Dans une région qui est aussi peuplée que la nôtre, effectivement. Alors vous parlez du trafic qui est déjà fort embouteillé. La menace terroriste, elle est aussi justement dans les voitures. En général, on a un petit peu peur aussi de tout ça, donc on ne va pas s'empêcher de vivre. Néanmoins, la police, le dispositif sécuritaire se doit d'être prêt à contrôler chacune des voitures. Comment est-ce que ça va se dérouler? On s'appuie à la fois donc 45 000 policiers et gendarmes déployés pendant toute la durée de l'événement, qui ne vont pas trop partir en vacances a priori, de la sécurité privée, plusieurs milliers, donc je crois qu'il manque quand même encore quelques milliers de personnes, mais ils essayent d'arriver au maximum. Il y a la police municipale de Paris, il y aura 20 000 militaires aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il y a la mission Vigipirate également. Après il y a les bénévoles, les retraités, on appelle tout le monde à la rescousse. En réalité c'est même ça qui fait un peu...
qui rend, enfin à mon sens, qui a un petit côté dommage, quoi, parce que c'est pas tant la fête que ça, et la fête du sport, et puis selon l'idéal de Coubertin, la fête du pacifisme, si malheureusement on est obligé de convoquer autant de moyens pour que ça se déroule sans gros événements. Soit de type terroriste, soit de type des manifestations qu'on attribue par facilité à l'ultra-gauche, qu'on attend quand même globalement, c'est-à-dire des manifestants du climat, des manifestants syndicaux pour les droits des travailleurs. Juste, je rappelle que sur le trajet de la flamme aux Jeux de Londres, il y avait eu un accident tous les 4 jours en fait. Donc dans le contexte actuel social et sécuritaire français, on a du mal à imaginer qu'il ne va pas se produire au moins autant d'événements. Voilà, ça. Est-ce que vous avez le sentiment que le dispositif sécuritaire va faire peut-être même peur à nos touristes ou peut-être les rassurer ? J'ai tendance à penser qu'il va rassurer les touristes, les touristes étrangers. Après, il y a aussi tout le reste de la France, mais en proportion, c'est pas si énorme que ça, en fait, les étrangers par rapport aux Français qui viendront pour les JO. Oui, ça rassure. Moi, spontanément, quand je vois un déploiement de force dans la rue, si c'est sur un événement comme ça, je me dirais, bon, au moins on a mis les moyens. C'est-à-dire que plus on verra de bleu dans la rue, comme on dit, et plus on se dira, bon, celui-là, il va avoir du mal à passer entre les mailles du filet s'il veut se faire péter au milieu de la foule, quoi, pour dire les choses vulgairement. Mais en gros, voilà, ça fait un peu peur. Si on y pense, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est pas vraiment visuel dans les rues, hein. Je veux dire, à part le bordel avec les voitures partout, parce qu'on a bloqué le pont Alexandre III, une grande partie de la place de la Concorde et une partie des Invalides. Donc là, moi j'y suis allé pour un reportage pour nous aujourd'hui, effectivement ça commence à devenir concret du point de vue trafic. Ça va devenir plus concret d'un point de vue visuel, bleu dans la rue effectivement, et puis après il y a tout ce qu'on voit pas forcément, c'est-à-dire toutes les caméras en fait. Dont des caméras algorithmiques donc augmentées par l'intelligence artificielle. Alors justement, ces caméras donc commencent à poser question, hein, on le sent auprès des Franciliens. Ce sont des caméras, comme vous le dites, qui vont permettre quoi exactement ? D'identifier 8 cas qui devraient alerter un opérateur devant son écran. Donc si par exemple il y a un mouvement de foule, si il y a un sac abandonné, donc ça apparemment selon les derniers tests c'est pas encore très bien profilé. Enfin, apparemment, c'est pas encore optimum, parce que c'est en phase test encore. Hein. Ça a déjà été testé pendant des concerts, des événements à Paris. Et puis, s'il y a un élément perturbateur dans une foule, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à courir, la caméra intelligente est censée attirer l'attention de l'opérateur pour que lui, il déclenche ou pas. Puisque c'est toujours l'humain qui est censé faire le choix, une intervention policière avec 45 000 policiers et gendarmes sur place, qu'on espère efficace et rapide, parce que c'est vraiment ça l'essence, c'est le temps d'intervention en fait. Sauf que ces caméras ne sont pas implantées partout, bien sûr, j'imagine sur les endroits stratégiques au moins. Oui, autour des stades, sur tous les sites olympiques parisiens, il y en a quand même un certain nombre, il y aura plusieurs caméras algorithmiques qui seront, et parfois ils n'en ont pas besoin de beaucoup en fait. Sur un stade, je crois que c'est 3 ou 4 caméras suffisent aux abords pour faire le travail nécessaire, quoi. C'est pas... Et alors Antoine Boitel, vous le disiez là sur la première de couverture, hein, comment les Jeux Olympiques vont bouleverser durablement le quotidien des Français. Et oui, c'est vrai, là on parle vraiment des Franciliens, de notre région, mais qu'en est-il des autres Français ? Alors il y a les restes de la France, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait... cette manière de faire de la sécurité en concentrant toutes nos forces sur la capitale et sur les villes olympiques, puisque je rappelle qu'il y a Lille, Nice, Lyon, il y a d'autres villes olympiques, Bordeaux, etc. Ça fait quand même que ces policiers, ces gendarmes-là, ils ne seront pas en mission de sécurisation des plages, par exemple pour les CRS qui font ça tous les étés, ils ne seront pas dans les campagnes. Donc certains experts sécuritaires, dont certains que j'ai interviewés, estiment qu'on s'expose aussi à des razzias, par exemple. Enfin, c'est des termes qui sont utilisés comme ça, un peu sensationnels, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est un peu l'idée sous-jacente. C'est-à-dire que pour ces JO-là, on a mis du plus. On peut aussi se demander dans quel état seront les forces de sécurité intérieure après les Jeux,
puisqu'ils n'auront pas pris de vacances quasiment ces gens-là, donc il va bien falloir qu'ils partent. Il y a une succession d'événements, tous les jours il va y avoir des remises de médailles au Trocadéro, à ma connaissance, donc en plein air, c'est-à-dire qu'on reproduit les conditions très difficiles de l'inauguration sur la Seine tous les jours au Trocadéro. Après, avant cela, il y a la flamme à sécuriser sur tout le parcours. Donc effectivement, ce sont des endroits qui vont solliciter les forces de l'ordre, mais par contre, effectivement, on va peut-être ressentir des vides ailleurs. C'est ce que vous nous expliquez. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je rappelle, votre ouvrage est édité donc aux éditions de l'Observatoire. C'est, vous avez vu ici, le calvaire sécuritaire d'Antoine Boitel. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci également, Mélanie Cambon, d'avoir été là pour nous parler de la Run for Planet. Je vous le rappelle, c'est le 9 juin au départ de Dravel. Alors, on vient en famille, on vient entre amis, on vient tout simplement pour courir pour la planète. Merci, c'était une très belle émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau débrief.